Mesdames et messieurs, bonsoir. Une nouvelle édition de votre programme direct et qu'on va aborder plusieurs sujets importants dans le sommet qui était tenu hier à Doha, qui a discuté de l'agression israélienne sur Doha avec la participation de plusieurs dirigeants des pays arabes islamiques, notamment avec la participation du président Abdel Fattah el-Sisi, qui a ici été qui ont élaboré un communiqué qui a bien sûr dénoncé fermement les agressions israéliennes sur les pays arabes, notamment la dernière frappe sur Doha. On va aussi discuter de l'Égypte qui a révisé sa stratégie économique concernant le dossier économique en Égypte, qui était sous le haut patronage et en présence du Premier ministre Moustapha Madbouli et la ministre de la Planification, qui ont lancé un document intitulé « Le cadre national du développement économique » et parler du taux de croissance en Égypte. Et on a le plaisir d'avoir avec nous en sous-studio Dr Ahmed El-Lessi Nassif, consultant en gestion stratégique, écrivain. Bonsoir Dr Ahmed. Bonsoir à vous. Alors, on va tout de suite avec ce premier sujet. Le président Abdel Fattah el-Sisi a prôné la création d'un mécanisme de coopération susceptible d'aider les pays arabes islamiques à surmonter les défis sécuritaires, politiques et économiques auxquels ils font face. Ceci a lieu lors de sa participation au sommet arabo-islamique à Doha. Docteur Ahmed El-Lessi Nassif, hier le président Abdel Fattah el-Sisi avait déclaré qu'Israël devait comprendre que sa sécurité et son intégrité ne peuvent être assurées que par la politique et pas par la force ou l'agression. Et il a adressé un message du peuple israélien en disant que les pratiques de ses dirigeants sapent les chances de paix et menacent leur propre sécurité. Comment vous avez lu le discours du président Abdel Fattah el-Sisi hier au sommet de Doha? Si je ne me trompe pas, et depuis 1977, quand on avait l'initiative du président Sadat qui est parti visiter le Knesset et a donné le fameux discours qu'il a donné là-bas, c'est la deuxième fois dans l'histoire qu'un président égyptien s'adresse au peuple israélien. Et là, je pense que... Ça qui a marqué hier aussi, le président a adressé un message au peuple israélien. Exactement, c'est ça ce que je suis en train de dire. C'est la deuxième fois, hier, ce qui s'est passé, qu'un président égyptien s'est adressé directement au peuple israélien. Je pense qu'il y a plusieurs messages dans cette direction que le président Sisi a pris. Premièrement, je pense que ce qu'il était en train de dire, pratiquement... tout ce qui était là-bas, au peuple égyptien et aussi aux États-Unis, qu'il ne compte pas trop sur le Premier ministre courant d'Israël. Que ça va être très difficile d'arriver à une solution pacifique entre, c'est pas seulement l'Égypte, ou c'est pas seulement les Palestiniens, mais généralement dans la région, avec l'extrême droite qui est... qui mène à une catastrophe dans la région, l'extrême droite, les idées de l'extrême droite. Absolument, malheureusement, ce ne sont pas seulement les idées, mais ce sont des actions qui ont suivi par les idées. Ce qui est en train de se passer à Gaza aujourd'hui, c'est un génocide. Il y avait pas mal de discussions, des livres, des films même sur l'histoire du Holocauste. Je pense que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est 10 fois plus atroce de ce qu'on a vu dans la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense que le gouvernement présent en Israël n'a pas un autre agenda. Ils n'ont pas un parcours de solution. C'est rien que la guerre et encore plus de guerre et encore plus de guerre. Et ils y ont
ils sont très fiers, si vous voulez, qu'ils sont en train de faire la guerre sur cette frontière dans la région. Mais avec une philosophie pareille, ça devient énormément difficile de attendre, même pas réaliste, d'attendre une solution avec une telle mentalité, si vous voulez. Donc, le président a dépassé le gérant, le Premier ministre, et il s'est adressé directement, et comme je vous dis, c'est la deuxième fois, au moins que je m'en rappelle, dans l'histoire, depuis le commencement de l'État d'Israël, en 1948, qu'un président égyptien s'adresse directement au peuple israélien. Je crois aussi que le président, bien sûr, il connaît qu'il y a une opinion publique qui est contre les politiques de Netanyahou, absolument, les politiques extrémistes. Absolument. Et c'est ça ce qu'il était en train de parler à ses citoyens. Beaucoup de juifs dans le monde manifestent. Même les juifs aux États-Unis, même un peu partout, même les juifs en Israël. Même les gens qui étaient pro-Israël, ils sont devenus, ils commencent à savoir la cause palestinienne et comment la souffrance. Ceux qui sont pro-Israël, ceux qui veut vraiment que l'État israélien continue et demeure et reste en existence, doivent comprendre que le parcours, la route qui est prise aujourd'hui par l'extrême droite, c'est pas la bonne route pour arriver à ce but. C'est une route bloquée. C'est là, absolument, ça va finir par une catastrophe. Et si on pense tout simplement, pas à ceux qui sont morts, mais à ceux qui ont survécu, ce qui est les atrocités qui sont en train de se passer à Gaza. Et le président a dit ça dans des autres discours. Comment est-ce qu'on peut s'attendre à une personne pareille, pas mon homme, qu'il soit sain, après tout ce qu'il est passé, toute cette expérience des années, des menaces, qui sait pas, il est en train de voir ses amis, ses voisins, ses parents en train d'être tués un jour ou l'autre. Comment on peut attendre à cette personne qu'il soit sain? Pratiquement, ce que Israël est en train de faire, faire des générations avec la haine chaque fois. Oui, c'est ça ce qu'ils sont en train de faire. Une solution de paix. C'est pas une solution de paix, ils sont en train de cultiver une génération je ne veux pas utiliser le mot terroriste, mais qui ne savent plus rien que la force. La vengeance et la force. Pour leur famille, et l'expérience. Avoir des enfants qui... Cet enfant, un gosse qui a 12 ou 15 ans, quand il va avoir 22 ans, toute sa famille. Donc, comment il va être? Est-ce qu'il va devenir un docteur? On va l'expliquer. C'est inexplicable. Et là, maintenant, ils étaient très fâchés contre Hamas, et on met ça de côté pour une seconde, mais Hamas avait 30 à 40 000 dans le maximum d'estimation. Là, on est en train de parler de 2 millions de personnes. Est-ce qu'un pays de 7 millions comme Israël, de population, pourrait se défendre contre... Est-ce qu'il peut avoir un paix contre 2 millions de personnes qui veulent les attaquer, qui veulent se revenger? C'est inadmissible. Quand ils veulent les déplacer dans d'autres pays, dans le monde, pays européens, ou les faire forcer à venir en Égypte, ce que l'Égypte a refusé. Le président était super clair avec ça. Il a dit que c'est une ligne rouge qu'on ne va pas se permettre. On ne va pas permettre ça va liquider la cause palestinienne et laisser les Palestiniens venir s'installer en Égypte. Ce n'est pas une question de chiffres, est-ce que 2 millions on peut les absorber au bout d'une population de 110? C'est pas ça la question. La question qu'on ne peut pas se permettre, après toutes les guerres, après toute la lutte que l'Égypte a mis pour des années et des années, on ne peut pas se permettre de
lâcher la cause palestinienne comme ça. Docteur Ahmed, le président aussi, Sisi a appelé lundi à la création d'un mécanisme spécifique pour protéger la sécurité et les intérêts des pays du monde arabe islamique face aux défis actuels, bien sûr des défis dangereux que représente le gouvernement extrémiste de Benyamin Netanyahu. Ça, j'ai vraiment beaucoup aimé dans le discours du président Sisi, parce que tous les discours, et j'ai probablement entendu la plupart, au moins ceux qui étaient télévisés, étaient en train de, comment dire, regretter ce qui s'est passé, blâmer Israël. Ok, ok. Ils sont méchants, on le sait. Et puis, le seul discours qui avait un point d'action, c'était celle du président Sisi. Donc là, oui, ils sont méchants. Et ils vont rester méchants. Ok. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça la question. Pour les arrêter ou pour les... Et ils comprennent une seule langue, celle de la force. Le président Sisi était vraiment le seul discours, ou le seul président ou chef d'État dans son discours, où il a proposé un point d'action pour arrêter ce qui s'est passé. Est-ce que c'est pratique pour les restes des pays arabes? L'Égypte a donné l'initiative, mais est-ce que les pays arabes islamiques, ça va faire, vont commencer à penser à ça ou... Écoutez, c'est une question qui est énormément difficile à répondre. Pratique, oui. Est-ce que c'est faisable? Oui. Est-ce qu'on a la volonté? La volonté. C'est bien sûr la volonté qui est très... Et on ne peut pas oublier que toujours... derrière les portes fermées, il y a des politiques et il y a des points de pression qui sont utilisés. Je pense que surtout Israël et les États-Unis ne vont pas aimer une proposition pareille. Et je pense qu'ils ont des points de pression, ou pressionner, ou mettre une pression sur les chefs d'État. Mais écoutez, hier, si je ne me trompe pas, il avait presque 47 51 pays représentés. Écoutez, si la moitié, 20 le quart, ok, seulement de ces pays se met ensemble, déjà on est en train de parler... L'Égypte avec l'Arabie Saoudite, s'ils font un peu, ils vont faire... Je pense que il y a un message, je pense aussi, si je ne me trompe pas, c'est pour ça que nos confrères, les Qatariens, étaient un peu... pas un peu gênés, mais bouleversés. Ils avaient pensé qu'avec tous les cadeaux qu'ils ont présentés au président Trump lors de son visite au commencement de cette année, vont leur acheter la paix. Et hier, pas hier, quand cette attaque a pris place, ils ont compris, probablement sur la première fois, que ça ne veut rien dire. Avoir la base, tout l'argent qu'ils ont offert, même un avion qui coûte je ne sais pas combien de millions de dollars, ça ne veut rien dire. Investissements dans les banques américaines, un trillion de dollars. Au Golfe. Ça ne veut rien dire. Si cet argent... C'est pas une protection. Reste dans le monde arabe et être consacré à former une armée arabe conjointe, ça sera plus... Oui, ou ailleurs. Mais surtout qu'ils doivent ne pas penser que l'argent va leur acheter la paix. Parce que ça, voilà la preuve. Voilà la preuve. S'il veut investir, ok, ça reste une décision d'investissement et seulement d'investissement. Mais ça ne va pas leur acheter la protection. C'est l'action commune ensemble, d'être unis. C'est ça que les Arabes devaient penser, je crois. Oui, et je pense que c'est un changement de direction. À part les divergences et les problèmes internes entre les pays arabes, peut-être de rester unis et laisser tous les problèmes et les frontières et tout ça, et faire une position commune face aux défis. Je pense oui, mais si on recule 2 pas en arrière, on voit que l'Union arabe économique a été formée avant l'Union européenne.
mais ça reste toujours du noir sur blanc. Sur le papier. Ouais, ça n'a aucun point d'action. C'est pour cela que je vous dis que oui, c'est très possible, mais est-ce qu'il y a la volonté politique pour établir, pour prendre des pas d'action réalistes sur le terrain? C'est ça la grande question, et on va voir. Et on va voir. Et on va parler maintenant de la déclaration du sommet de Doha. Le sommet arabo-islamique extraordinaire de Doha s'est conclu par une déclaration dénonçant l'agression israélienne contre le Qatar et appelant à revoir les relations avec le pays occupant. Les chefs d'État et de gouvernement ont exprimé une solidarité pleine et indéfectible avec l'Émirat et accusé Israël de vouloir torpiller les efforts de médiation en cours, notamment autour d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Ils ont également réaffirmé leur soutien unanime à la cause palestinienne et dénoncé des politiques responsables d'une catastrophe humanitaire sans précédent dans l'enclave. Réunis hier dans la capitale qatari Doha, les dirigeants arabes islamiques ont adopté une déclaration finale marquée par 3 appels majeurs. La révision des relations diplomatiques et économiques avec Israël, la suspension des livraisons et transferts d'armes à destination d'Israël et la mise en œuvre de mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale visant des responsables israéliens. Alors, docteur Ahmed, comment vous voyez les 3 appels majeurs hier du sommet de Doha? D'abord, la révision des relations diplomatiques et économiques avec Israël. Pour être très pratique, si Israël aurait mis un poids pour ces relations, elle n'aurait pas fait l'attaque à Qatar. Donc, parce que, comme tout mouvement militaire, il y a des calculs juste avant. Okay? Qu'est-ce que ça va coûter? Si on va faire ce gain, qu'est-ce que ça va coûter? Je pense que pour la côté israélienne, ce n'est pas une perte énorme. Et je pense que c'était calculé. Il était prêt tout à fait à perdre ces relations, si c'est ça le coût pour faire cette attaque. Donc, dire qu'on est en train de revisiter ça, oui, bien sûr, mais est-ce que c'est une solution? Et là, je reviens une deuxième fois au discours du président Sisi, où il a vraiment donné une solution pratique, opérationnelle, qu'on peut mettre sur le terrain, qui est pas seulement des mots, qui sont des grands mots et chaleureux et tout, et je peux comprendre, c'est les bonnes choses, bien sûr, à dire dans cette occasion, mais là, le président Sisi a pris un pas en avant, qui a proposé une proposition d'action, que je trouve que pas tout, une deuxième fois, tous les chefs d'État ont fait la même chose. Ont pris cette démarche. Mais si on parle, c'est la petite chose à prendre, c'est par exemple de rompre les relations diplomatiques, de renvoyer l'ambassadeur israélien dans les pays qui ont des relations. Est-ce qu'on peut faire ça ou non? On peut arrêter les échanges économiques avec Israël ou non? Oui, ça peut s'arrêter. Pour l'Égypte, par exemple, c'est l'Israël qui a arrêté l'idée du gaz liquidifié de leur côté. Mais est-ce qu'une deuxième fois, est-ce que si on va renvoyer tous les ambassadeurs israéliens qui sont dans la région du Golfe, est-ce que ça va fixer l'histoire? Est-ce que c'est ça la solution? C'est une expression, c'est une façon d'exprimer qu'on n'est pas très heureux avec ce qu'ils sont en train de faire. Mais est-ce que ça va protéger Qatar? Est-ce que ça va empêcher une deuxième attaque? C'est ça la question. Je ne crois pas, oui, mais je crois que la force, quand on arrive à avoir une force comme le président Sisi a proposé... C'est pour ça que ça, c'est la vraie solution. Faire ça,
La vraie solution... Au moins de prendre des petites démarches. Il y a un autre aussi appel, c'est la suspension des livraisons de transferts d'armes à destination d'Israël. Je crois que ça c'est une étape qu'on parle à l'Occident ou des pays européens, aux États-Unis, de suspendre la livraison d'armes, parce que c'est ça qui mène à la génocide. Très bonne idée, très bonne idée. Mais si je ne me trompe pas, plus que 90% des armes israéliennes sont fabriquées en Amérique. Oui. Donc, et une petite, sur petite échelle des pays européens. L'Espagne a fait un grand pas à cette tout à fait, tout à fait. Je crois que c'est le seul pays européen qui a fait une étape de marche dans cette direction. Je pense que c'est une excellente idée, mais une deuxième fois, l'exécution, ça va être un très grand défi, surtout que si on prend en compte que plus que 90% des armes et des ammunitions, ça vient des États-Unis, et je ne pense pas que les États-Unis vont suivre cette déclaration. Les États-Unis, les armes les plus sophistiquées dans le monde, avec Israël, ils ont les derniers modèles des avions et des armes qui ne donnent pas à d'autres pays, juste pour ça c'est tout à fait une chose qui n'est pas acceptable du tout. Alors la mise en œuvre des mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale visant des responsables israéliens. Oui. Et ça va être la deuxième fois, pas la première fois. La Cour pénale, elle a fait d'autres... On sait tous ce qui s'est passé la première fois. Pourquoi est-ce qu'on peut s'attendre que ça va être très différent? Je crois le Premier ministre Netanyahou, israélien, il est déjà accusé d'aller dans tel pays pour ne pas être arrêté. Parce que la réponse est venue des États-Unis, qu'ils ont mis des sanctions sur le tribunal allemand. Et même la Cour pénale. Alors c'est toujours les États-Unis qui restent dans sa main, comme on a dit, la solution à cette... La solution, je pense que malheureusement, l'État d'Israël, avec le gouvernement droite, extrême droite qu'ils ont aujourd'hui, ne va pas comprendre qu'une seule langue, celle de la force, et c'est ce que le président Sisi avait demandé. Est-ce qu'on va être capable de réaliser ça? Ça reste à voir. Mais vraiment, demander ces genres d'actions où ils ont été utilisés dans le passé, sans beaucoup de résultats, où ça dépend des États-Unis par exemple, qui ont la décision dans leurs mains de fournir des armes en Israël. Et je ne pense pas que les États-Unis vont suivre cette déclaration. C'est un avis personnel. Aux États-Unis même, il y a une opposition du peuple américain qu'on voyait sur les réseaux sociaux qui exclament ou pose une question: pourquoi les États-Unis soutiennent toujours ce pays qui est au Moyen-Orient à des milliers de kilomètres des États-Unis, et le payant des taxes américains va à Israël. Malheureusement, c'est bien que la pensée américaine commence à... C'est bien, mais je ne pense pas une autre fois que ça va changer grand-chose. Par exemple, c'est très important de comprendre comment le système politique américain fonctionne. Toujours. Si on prend pour une seconde l'analogie de les armes, chaque mois, plus ou moins, il y a un accident avec un petit jeune qui est un peu troublé, et il va tuer une dizaine ou une vingtaine de personnes. Et pratiquement, si on parle à n'importe quel Américain, il vous dit qu'on doit contrôler la possession d'armes, surtout des armes automatiques et semi-automatiques. Ce ne sont pas des armes pour se défendre, ce ne sont pas des armes pour faire de la chasse avec. Ce sont des armes des attaques. Et jusqu'aujourd'hui, personne n'a réussi de changer les lois pour les armes automatiques. Pourquoi? Parce que les points d'appui qui contrôlent tous ceux qui sont capables de prendre ce genre de décisions sont contrôlés par
les producteurs d'armes. Ça, c'est pas très loin de ça. C'est de l'économie du business. Absolument. Et ça, c'est pas très loin de ça. L'appui des zionistes, disons, en Amérique est énorme. Et c'est eux qui contrôlent plus ou moins les politiciens, qui est réussi dans le Congrès, qui est réussi dans la présidence américaine. Et c'est pour cela que c'est énormément difficile pour n'importe quel politicien qu'il part dans le sens opposé. Exactement. Les chefs d'État et de gouvernement ont exprimé une solidarité pleine et indéfectible avec l'Émirat du Qatar, accusé Israël de vouloir torpiller les efforts de médiation en cours, notamment autour d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Ils ont également réaffirmé leur soutien unanime à la cause palestinienne et dénoncé les politiques responsables d'une catastrophe humanitaire sans précédent dans l'enclave. Alors, même après la frappe sur Doha, et toujours le Qatar insiste à continuer ses efforts de médiation de trêve en cours. Comment vous pensez à ce sujet? Je pense que c'est un choix très noble, sans avoir un deuxième choix. C'est le seul choix qu'ils ont. Donc c'est très noble et c'est bien de prendre cette position. Mais quel autre choix? Le Qatar va partir faire la guerre avec Israël? Je ne pense pas que ça c'est sur la table. Ça donne une carte aussi. Le Qatar fait de médiation avec Israël. Et ce n'est pas l'Israël seulement, parce que le Qatar a joué des rôles qui sont assez importants avec l'Afghanistan. Par exemple, quand les Américains étaient coincés là-bas, c'est les Qatariens qui ont beaucoup aidé. Et tout ça a été oublié dans quelques secondes. C'est juste pour les utiliser, comme on dit. La déclaration finale rejette toute tentative de déplacement forcé et de nettoyage ethnique des Palestiniens, ainsi que tout projet d'annexion des territoires occupés. L'appel à la fin immédiate de l'occupation réitère l'attachement à la solution à deux États et demande la mise en place du mécanisme international pour mettre fin à l'impunité d'Israël. Et pour la solution à deux États, est-ce que c'est aussi quelque chose qui va être dans le futur, mais surtout avec les déclarations du Premier ministre israélien que la solution à deux États c'est terminé, on ne va pas penser. Écoutez, c'est fini. Je ne pense pas que c'est fini, mais c'est pas évident, ça ne va pas être demain matin. d'Israël. On a vu ce qui s'est passé aux États-Unis, on avait, si je ne me trompe pas, 142 pays qui a accepté, qui a voté positivement pour l'idée. Mais une deuxième fois, là, il y a les pensées, il y a les idées, il y a l'exécution sur le terrain. Avec ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, pratiquement c'est détruire, annexer ce qui n'est pas détruit. Où est-ce qu'on va la mettre? Et je pense que c'est ce qu'ils ont en tête. Si je ne me trompe pas, s'il n'y a pas de Palestiniens dans cette région, ça va être énormément difficile, pratiquement impossible d'avoir un État palestinien sans des Palestiniens. C'est ça pour qu'ils ont. Et c'est ça ce qu'ils ont en tête. À poursuivre l'occupation de Gaza totalement pour dire c'est fini, on s'occupe de tous les territoires et il n'y a pas un État palestinien. Alors, c'est les membres de la délégation, selon les confirmations de Hamas, 5 accompagnateurs ont été tués dans cette frappe, ainsi qu'un membre de ces forces de sécurité qatariennes. En marge du sommet, le Conseil de coopération de Golfe a appelé à une réunion d'urgence de son conseil militaire pour évaluer la posture collective de défense et examiner les menaces émergentes avec pour objectif d'activer le mécanisme de défense commune. Voilà, à petite échelle, le Conseil de coopération de Golfe aussi commence à activer sa force aussi et on voit que c'est une étape importante dans le futur. Voilà, on a un autre sujet économique, que l'Égypte qui révise sa stratégie économique. Et cette fois, concernant le dossier économique en Égypte, c'est sous le haut patronage et en présence du Premier ministre Moustapha Madbouli que la ministre de la Planification, du Développement économique et de la Coopération internationale, Dr Rani Al-Mashot, a lancé son document intitulé « Le cadre national du développement économique et les politiques qui soutiennent la croissance et l'emploi ».
L'événement a regroupé une large cohorte de ministres et de représentants du monde des affaires et des institutions internationales et instances financières. Le cadre national du développement économique, qui sont les politiques qui soutiennent la croissance et l'emploi, a été présenté pour devenir un cadre global qui assure l'intégration et la cohérence entre le programme du travail du gouvernement et la vision 2030 de l'Égypte. Le but affiché par le gouvernement est de poursuivre la voie de la réforme économique et de projeter des perspectives et des objectifs clairs pour tous les secteurs et pour l'action gouvernementale, tout ministère et organismes confondus. C'est ce qu'a souligné Dr Rani Al-Mashat, alors que ce cadre représente un programme de réforme économique et mécanisme de promotion des piliers de l'économie égyptienne à travers lesquels nous reflétons les politiques et les réformes structurelles qui soutiennent la croissance. Alors, Dr Ahmad, comment vous pensez à cette initiative ou quand on dit le cadre national du développement économique? Pour commencer avec ce qui est très bien avec avec la façon dont on est en train de gérer ce dossier, c'est qu'il y a pas mal de dynamisme dans la façon de gestion. Ça veut dire qu'à un moment donné, on était en train de travailler avec l'IMF et maintenant on est en train d'évoluer pour partir sur une autre étape avec des solutions qui sont assez égyptiennes, si vous voulez. Donc l'idée du dynamisme elle-même, je pense que c'est une chose énormément positive. Et aussi là, pour la première fois, on voit l'idée de ce qu'on appelle les 360. Ça veut dire que toutes les directions ne partent pas dans des lignes droites parallèles où ils ne se touchent jamais. Il y a une coopération et il y a une coordination, ou c'est ça l'idée. Malheureusement, je n'ai pas lu le plan complet, mais ces points sont les plus importants que la façon avec laquelle on veut gérer cette administration, on veut gérer l'économie dans l'étape suivante, c'est d'avoir du synergie entre les directions différentes. Oui. Ça, je pense que était un peu négligé dans le passé. Ici, il parle, docteur Ahmad, excusez-moi de t'interrompre, c'est d'attirer les investissements, renforcer la participation du secteur privé, mettre en évidence les opportunités sectorielles prometteuses. Alors, ça, c'était toujours des objectifs. C'était des objectifs. Mais ce qui est en train de changer aujourd'hui, c'est comment on va atteindre ces objectifs. C'est ça la différence. Donc là, dans le passé, c'était les lois qui règlent ces investissements. On facilite au secteur privé de venir les démarches et les routines, comme on dit. Il y a plusieurs choses à faire, je crois. Bien sûr. Et je pense que c'est pas difficile de savoir que la solution de l'Égypte, c'est le FDI ou le Foreign Direct Investment, ou d'attirer beaucoup plus d'investissements de l'étranger. Ça, personne ne va pas être d'accord avec cette direction. Mais la question, ça reste dans comment on le fait. C'est pas l'objectif, mais la stratégie. Comment on arrive là? Et je pense là, il y a pas mal de dynamisme que si on peut réaliser ce qu'on était en train de dire, le taux de croissance qui sont assez importantes, je pense qu'on va arriver à ce but. C'est bien. La ministre Rani Al-Mashat a mis en évidence que le document est le travail unifié de tous les ministres qui ont contribué par des stratégies claires et ont pris en compte les acquis de l'économie égyptienne et des ministres respectifs depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui et tous les changements dans une donne régionale et mondiale incertaine. Il privilégie les secteurs à forte productivité et orientés vers l'exportation en s'appuyant sur les infrastructures égyptiennes modernisées pour soutenir l'industrie, l'investissement et la création d'emplois.
Alors, avec les infrastructures égyptiennes modernisées et aussi comment on s'oriente vers l'exportation, c'est quelque chose d'important. Absolument. Une deuxième fois. Et ça a commencé pas seulement aussi, mais de libérer, quand on a libéré le taux de change, soudainement, la plupart des choses qui étaient beaucoup plus moins chères d'importer sont devenues chères à importer. Et là, pour trouver des solutions de production locale. Et c'est là qu'on est en train de commencer à offrir des opportunités de travail aux jeunes, faire ou attirer encore plus des investissements. Avant, quand on était en train de subventionner le taux de change, le prix du livre égyptien n'était pas le vrai prix. Là, on était en train de subventionner toutes les importations, même des choses qui étaient le luxe du luxe. On était en train pratiquement de subventionner du caviar et du chocolat suisse, parce que tout simplement, on était en train de subventionner la monnaie qui achetait ces produits. Et là, indirectement, on était en train de les subventionner. Aujourd'hui, avec un taux de change qui est plus ou moins réel, on a forcé la production locale. Et je pense que c'est un changement stratégique qui était énormément important. Docteur Ahmed, alors on parle du cadre national de développement économique et par exemple, quelle est la vision de l'État face aux défis mondiaux et régionaux sur le court et le moyen terme et quelles sont les étapes que le gouvernement entend entreprendre une fois que le programme du FMI sera achevé? Pour commencer avec le contexte où on est en train d'essayer de gérer, où nous sommes opérationnels, ça change très dynamiquement, très rapidement. Et je pense que ça, ce que le Premier ministre a demandé au gouvernement, qu'ils doivent anticiper ce qui est en train de se passer et comment ça va, disons, affecter l'Égypte et l'économie égyptienne. On n'est plus dans la stabilité mondiale qu'on avait dans les années 80 ou les années 70. Là, le contexte mondial est en train de changer avec une vitesse très rapide, surtout avec le bras de fer qui est en train de prendre place entre la Chine et les États-Unis. Donc là, on doit trouver les opportunités où l'économie égyptienne peut trouver sa place et sa direction et comment il peut réagir avec tout ce qui est en train de se passer au monde ces jours-ci. Exactement. À la lumière des perturbations, des secousses mondiales et des dettes accumulées des pays émergents et ceux en développement et des appels aux réformes des institutions financières et onusiennes, il est plus que jamais important de redéfinir le rôle de l'État, ce qu'a dit M. Madbouli. Pour ainsi dire, le cadre de développement économique est une concrétisation de la vision stratégique globale de l'État égyptien pour redéfinir son rôle dans l'activité économique, renforçant la position du secteur privé en tant que moteur clé de la croissance et de la création d'emplois. On a parlé du secteur privé, comment il est très important d'encourager le secteur privé d'investir dans le marché. C'est le futur de l'économie, tout simplement. Exactement. Le document de politique de propriété de l'État, la principale référence qui définit le cadre d'intervention de l'État dans divers secteurs et distingue les secteurs de l'État continue de gérer pour des raisons stratégiques de ceux où le secteur privé est autorisé à opérer. Le Premier ministre a réitéré que l'économie égyptienne doit reposer sur des secteurs durables et que le taux de croissance doit connaître une hausse et ne doivent en aucun cas être en deçà des 4,5% projetés en 2025-2026. Comment on peut réaliser ça? Tout simplement localiser l'industrie et maximiser toutes les exportations dans tous les domaines ou toutes les directions. Ce sont les deux solutions très simples, mais c'est beaucoup plus difficile de les faire que les dire. Encourager l'industrie locale, réduire l'importation, augmenter les exports
et là réduire la différence dans ce qu'on a dans ce qu'on appelle le balance of trade, les échanges avec le reste du monde. On doit importer tout simplement, importer moins de ce qu'on est en train d'exporter, qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est ça la solution. De le faire, c'est beaucoup plus compliqué. Exactement. Alors, c'est ce que l'Égypte voulait arriver, taux de croissance PIB en 2025-2026 avec une prévision de 7% en 2030. Et ça, c'est un chiffre que je crois qu'on peut y arriver. C'est assez agressif, mais on peut le faire. On l'a déjà fait dans le passé. On peut le faire si on reste sur la bonne voie. Exactement. Le taux des investissements privés par rapport au PIB projeté en 2030 contre 15,2% dans le plan de l'exercice en cours d'être à 18% au lieu de 15%. 66% taux des investissements privés prévus en 2030 dans les investissements totaux contre 60% dans le plan de l'exercice en cours. Ça aussi est ambitieux aussi, je crois. Et voilà l'application Sharik 2030, participant les premières applications électroniques interactives lancées par le ministère de Planification et Développement. Il y a une application qui s'appelle Sharik 2030 et l'objectif est de sensibiliser les citoyens au programme, initiatives et projets de développement exécutés par l'État et de leur offrir la possibilité de participer et de proposer des initiatives et des projets. Alors, c'est bien de participer avec les gens, de faire des initiatives pour fournir des données détaillées sur les principaux programmes d'envergure lancés par le gouvernement. Je crois que c'est une étape importante. Docteur Ahmed Vesinassef, nous sommes heureux d'être avec nous ce soir au programme direct et merci bien, chers téléspectateurs, et bonne soirée.